Honorable, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. La situation donc qui se passe au niveau de la FESI a attiré votre attention depuis Dakar. Vous avez donc donné votre point de vue. Justement, nous sommes là ce soir avec vous pour en savoir davantage et surtout avoir votre regard de la situation in fine. Déjà, réaction sur les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction devant un tel drame? C'est d'être profondément meurtri de voir que l'université, qui est le temple du savoir, a été transformée en une arène de violence et de règlement de comptes, dont l'événement qu'on vient de connaître est l'un des éléments forts, des points forts qui viennent de se produire. Donc en tant que député de la nation, je ne peux que d'abord m'incliner devant la mémoire de celui qui a perdu la vie, souhaiter, j'allais dire, le réconfort à sa famille et après, en tant qu'élu, lever la voix sur cette situation qui est aujourd'hui contraire à toutes les normes qu'on a connues. Et donc, je vais pas aller plus loin, dire simplement que ce qui se passe n'est que le couronnement de l'effondrement même de notre société qui a commencé depuis une trentaine d'années. On va en parler. Le couronnement donc de l'effondrement de la société ivoirienne. Alors ce n'est pas la première violence attribuée à la FESI justement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un point là-dessus? Comment est-ce que vous observez cela? Il y a plusieurs morts, plusieurs cas comme ça qui sont donc qui seraient mis à l'actif de l'organisation le temps que l'enquête produise ses résultats. Oui, pour avoir été étudiant, je connais un peu cette organisation. J'ai vécu pendant 6 ans à Mermoz et je dois dire que je ne garde pas un très bon souvenir de cette organisation. Pour ce que j'ai pu voir là-bas, de visu, de ce que j'ai pu voir en tant qu'étudiant, c'est pas du bon signe. Vous étiez à quelle période? Pendant quelle période? De 2000 à 2006. J'étais à Mermoz. Pour une maîtrise qu'on devait faire en 4 ans, on l'a fait en 6 ans parce qu'on avait perdu 2 années à cause des grèves justement de cette organisation. Et donc, je n'ai pas gardé de bons souvenirs de cette organisation là-bas. Après, traiter la question de la FESI en la séparant du fonctionnement de notre société est une grave erreur qu'on ne doit pas commettre. Et je pense que dans le prolongement de l'émission, on pourra la développer. Tout à fait. Herman? Ben, moi, j'ai quand même pour parler de la dissolution, si on doit se passer de la FESI, j'ai quand même quelques interrogations. Lesquelles? Vous savez bien que si on regarde, ça fait peut-être 1 an aujourd'hui que le secrétaire général actuel de la FESI a pris le pouvoir, mais quand il prenait la FESI, il était question de la gestion à la Sinclair, qui était là, il y avait déjà un conflit en ce moment-là. À la Sinclair, ex-secrétaire général, ouais, avant donc... Qui avait accusé d'ailleurs des mains obscures de manipuler pour que un congrès de la FESI et l'étude de la FESI se fasse dans la précipitation. Il avait même averti en ce temps, on se souvient bien, quand on l'a reçu. Finalement, les anciens secrétaires généraux de la FESI, donc l'UNAFESI qui l'accusait, aidés par certaines personnalités du pouvoir en place, ont fait en sorte que le congrès soit maintenu. Donc, c'est Kambou, aujourd'hui, je peux dire que c'est quelqu'un que certains ont choisi pour être à la tête. Et on a vu quand même, ces derniers jours, des vidéos qui circulaient de Sikambou, dans lesquelles il pensait plus ou moins, il parlait de ce qui allait se passer parce qu'il était en train de travailler à une réforme sérieuse pour régler les questions de la drogue dans les milieux universitaires et à l'école, comment on appelle la question de la ponction des bourses et autres. Donc il avait plus ou moins dit ce qui se tramait contre lui. Alors Herman, si j'aimerais justement, avant de passer à Élysée, ou pour une question sûrement à l'honorable, vous semblez nous dire que l'élection d'un secrétaire général ou du secrétaire général de la FESI, parlant donc de Siekambou, ne serait pas l'émanation seule des étudiants, qu'il y aurait d'autres mains qui auraient intérêt à ce que tel ou tel soit positionné? C'est pas de moi, c'est des acteurs même de la FESI qui le disent. Voilà, donc je veux dire que même aujourd'hui, les anciens qui ont été cités, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train d'aider à comprendre cette crise-là, à aider à régler la question. La dissolution de la FESI aujourd'hui, ce n'est pas... Même si on dissout la FESI, elle peut revenir sur une autre forme. Très bien.
Écoutons donc Assalé Timoko sur cette question honorable pour le point de la dissolution, parce que c'est ça l'axe principal de cette émission. Pourrait-on se passer ou doit-on se passer de la FESI? Quel est votre regard avant d'aller plus loin? Alors, sur la question de la dissolution ou non de la FESI, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question sans faire d'abord un développement préalable. Je pense qu'il faut séparer aujourd'hui le fait qui a été commis, qui est un assassinat. Il faut faire la distinction entre le meurtre simple et l'assassinat. Là, on est en présence d'assassinat, un acte prémédité. Donc, il faut faire la distinction entre cet acte qui fait l'objet d'une procédure judiciaire qui est à cours actuellement, et pour laquelle d'ailleurs il faut saluer la volonté de transparence du procureur, du parquet, qui communique au fur et à mesure des informations. Mais en même temps, il faut attirer l'attention du parquet à faire aussi attention à ce qu'il dit. C'est-à-dire? Parce que c'est bien de vouloir communiquer. Pour informer l'opinion. Pour informer l'opinion. Mais il faut que le parquet essaie de faire l'équilibre entre la volonté de transparence et la nécessité de maintenir le respect du principe de présomption d'innocence. Le communiqué que j'ai lu ce soir, le dernier communiqué, il me semble problématique en certains points. Lesquels? Je n'en dirai pas plus. Là où on dit par exemple que quelqu'un interrogé aurait dit qu'aucun crime ne se commet à l'université sans que le secrétaire général de la FESI ne soit informé. Ce détail-là, pour moi, n'a pas lieu d'être dans un communiqué. Pourquoi? Parce que l'instruction, l'affaire est en instruction. L'instruction se fait à charge et à décharge. Et selon le principe du contradictoire. Cette affirmation émane d'un individu. La réponse du concerné n'est pas dans le communiqué. Est-ce que quand le concerné va être confronté à cette affirmation, est-ce que sa réponse va être mise à disposition? Donc je pense qu'il faut que le parquet maintienne un équilibre entre la volonté de transparence et la nécessité de maintenir le principe de la présomption d'innocence. Pour moi, c'est important. Cela dit, revenons à la question que vous avez posée. Pour moi, la procédure judiciaire doit suivre son cours. Et l'enquête doit être faite en respectant toutes les procédures, en respectant les droits des mises en cause, en faisant en sorte que les éléments les plus probants soient démontrés et mis à la disposition du juge d'instruction pour faire son instruction. S'il y a les éléments concrets, on ira à un procès au cours duquel les concernés vont être jugés et condamnés si les preuves sont faites. Ça, c'est le cas de la procédure judiciaire. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'administration. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre le crime qui est monstrueux, qu'on dénonce tous, pour faire une sorte d'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire? Ce qui arrive aujourd'hui n'est que, j'allais dire, des éléments qui, successivement, ont conditionné un environnement à l'université sous le regard des autorités. Ce qui se passe là, la célérité avec laquelle le ministère de l'enseignement supérieur débarque et jette les étudiants dans la rue, ce que je dénonce. C'est le mot, selon vous, qu'il faut utiliser, jeter les étudiants dans la rue? Il a jeté les étudiants dans la rue. C'est un acte que je dénonce en tant que député, je dénonce cela. Première chose. Deuxième chose. Très bien. Nos autorités n'ont pas à se prévaloir de leur propre turpitude. Comment des étudiants ont pu occuper pendant 4 ans des chambres, et on a vu le communiqué de la police, 437 chambres ont été libérées, plus de 700 lits ont été dégagés. Des salles d'études libérées? Des salles d'études occupées depuis 4 ans libérées. Mais que faisaient les autorités pendant ce temps? Très bien. On reste avec cette question, Daouda. Non, en fait, moi, le samedi, il faut le dire, j'étais au campus de Cocody, j'ai assisté au... Comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire... Au déguerpissement. J'ai pas envie de dire déguerpissement. Déménagement. Au déménagement. Déguerpissement, c'est bon, peut-être que ce sont vos mots, mais je vais choisir... Vous utilisez quel mot finalement? Non, moi je pense qu'ils ont demandé aux étudiants en illégalité de quitter les chambres. Et pour ce que j'ai pu constater personnellement sur le terrain, c'est que finalement, il y a eu 430 chambres qui ont été libérées qui, selon les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, les états d'égalité n'avaient pas de papier. Mais tous les étudiants que j'ai pu voir de mes yeux, qui sont là depuis 2025, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas eu de réadmission depuis 2025 jusqu'à aujourd'hui, mais ces étudiants n'ont pas été chassés des chambres. C'est ceux qui n'avaient aucun document administratif, qui occupaient ces chambres-là comme ça, sans papier, qui ont été demandés, qui ont été remerciés. Sinon, ceux qui ont leur, leur admission depuis 2021 sont en compte dans les chambres. Vous, mais M. Daouda, ce que vous dites condamne l'administration. C'est-à-dire? Comment... Qui a la responsabilité de la gestion des cités universitaires? C'est le CRU. C'est le CRU, non? Bien sûr. Le CRU est sous l'autorité de qui? Du ministère de l'Enseignement supérieur. Comment des étudiants
437 chambres, on suppose qu'il y a au moins 4 personnes par chambre, on est à plus de 1000 personnes, non? Bien sûr. Comment ils ont pu occuper pendant 4 ans des bâtiments de l'administration ivoirienne? Mais, monsieur l'honorable, c'est là où moi je suis d'accord avec vous. Oui. Parce qu'à la vérité, vous et moi on dit la même chose, c'est que le crew ici, dans cette question-là, a sa responsabilité aussi, qui est dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, la FESI a le dos large. Parce qu'il y a une situation de chaos au campus. Mais le crew a sa responsabilité. Très bien, mais très il faut se dégager. Très bien. Permettons. Pour compléter, rapidement, Herman, on va écouter Élisée. Pour rappeler, le coup a été géré pendant 10 ans par Blé Guiraou, qui est membre du bureau politique du RHDP. Le rapport, selon vous, Herman? Mais le rapport, ça veut dire, aujourd'hui, comme le député l'a dit, c'est la responsabilité de l'administration. Cette administration-là, ce n'est pas le fait. C'est-à-dire souvent dans le procès qu'on fait à la FESI aujourd'hui, c'est pourquoi il a bien fait à la FESI, au secrétaire général de la FESI, il a bien fait, le député a bien fait de séparer l'instruction judiciaire et les actes administratifs. Ouais. Aujourd'hui, tout ce qui concerne ce qui se passe à l'université, il faut bien le dire, c'est dans la précipitation. Or, les gens eux-mêmes qui gèrent l'administration, ce sont eux qui sont censés loger des gens dans les chambres. Très bien. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la FESI, on a découvert des fumoirs à l'université, comme si c'était la FESI qui gérait la présidence de l'université, qui gérait les campus administrativement. Donc, selon vous, il y aura... Quels sont ces responsables-là qui laissent la FESI prendre toute cette forme-là de gestion de leur pouvoir? C'est la question. Il termine son propos. C'est facile. Hein? Oui, il termine son propos et on passe la parole. Herman, permettez. On a vu même le ministre Diawara qui a allé, on a détruit le bâtiment, le siège de la FESI. On a vu le ministre Diawara aller, lorsque le siège était en construction, aller saluer même les responsables de la FESI. Il a même remis de l'argent pour les aider dans cette construction. Tous ces éléments-là. Avons-nous justement le point sur ce fait-là? Mais les images circulent partout. Je viens. Est-ce que toutes les organisations syndicales, y compris la FESI, n'ont pas été visitées peut-être par le ministre? Oui, mais c'est une bonne chose même d'ailleurs d'aider la FESI à le faire. Mais aujourd'hui, venir Herman, là, faire tout cela, parce que la FESI, il y a eu des cas de meurtre, d'assassinat. Laissons l'honorable parler et puis on va écouter Élisée. Ce que je dis, c'est qu'il y a une démission inacceptable de l'administration universitaire devant une organisation estudiantine. Les chambres qui ont été occupées pendant 4 ans sous le regard des autorités, qui n'ont pas réagi et qui profitent de l'arbre du crime qui a été commis pour venir agir, c'est se prévaloir de ce qu'on appelle ses propres turpitudes. Et le ministre lui-même, qui ordonne la destruction d'un bâtiment dont la construction a commencé depuis plus d'un an, construction qu'il a lui-même supervisée et auquel il a contribué en donnant de l'argent public. Le patrimoine immobilier de l'université fait partie de son domaine privé. Aucune construction d'intérêt privé ne peut se faire sur le patrimoine immobilier de l'université. Comment une association privée peut avoir l'autorisation de construire sur le site de l'université son siège public? Vous êtes sûr qu'elle a eu l'autorisation, honorable? Mais qui a autorisé ça? Alors, si le ministère n'a pas réagi et a participé activement à la construction de ce bâtiment-là, le ministère est en faute et on est en droit de demander et la démission du président de l'université, et la démission du DG du CROU, et la démission du ministre de l'enseignement supérieur pour avoir manqué aux obligations de sa chaille, qui est de faire en sorte que l'illégalité ne s'installe pas à l'université. Élisez votre point, avec votre regard, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Moi, je voudrais réagir sur déjà le sujet. Faut-il dissoudre la FESI ou ne pas... Ou la réformer, ou la réformer. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a eu des gouvernants avant celui-ci qui ont voulu, qui ont même émis le vœu, et même qui ont plus ou moins essayé de le faire. On a vu ce que ça a donné comme résultat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire simplement. Quand vous dites, Élisée, de le faire, de la faire, dissoudre ou réformer? Non, dissoudre. Dissoudre, très bien. Voilà, et on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, je vais dire, l'état dans lequel la FESI est aujourd'hui, pour moi, excusez-moi du thème, mais il n'y a aucune réforme à faire. Il y a purement et simplement à dissoudre. Moi, je pense qu'il faut être honnête. Si on est tous unanimes sur ce plateau ici, que l'université, c'est le lieu de l'intelligentsia, où s'exprime véritablement l'intelligentsia, c'est-à-dire ceux-là qui sont censés représenter l'élite même de la nation, en réalité, ça veut dire que c'est sur la base du mérite qu'on devrait pouvoir administrer une organisation estudiantine. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas.
Que disent les textes, justement, de l'organisation? Non, je ne vais pas aller dans les textes. Moi, je ne suis pas inférieur. Je n'ai même pas de texte à ce sujet. Mais ce que je veux dire, si on est unanime, que c'est le symbole de l'intelligentsia, là où s'exprime l'intelligentsia, c'est-à-dire ceux-là qui vont représenter l'élite réflexionnelle de notre État, ça veut dire que c'est le symbole par excellence où s'exprime la méritocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, la mise en place du syndicat, de ce syndicat-là, obéit à cette norme? Non. Je peux dire non et non. On n'a qu'à sortir les chiffres, on n'a qu'à sortir les résultats et on pourra le dire aisément. Donc pour moi, une telle entité, si on doit mettre une structure en place qui doit organiser les étudiants, qui doit gérer la vie, ça doit avoir pour essence déjà la méritocratie. C'est-à-dire des gens quand même qui sont représentatifs de ce qu'on veut donner comme image de notre université. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on peut dissoudre la FESI et puis remonter des associations qui obéissent à cette norme-là. Cette norme de méritocratie, cette norme d'intelligentsia, cette norme de réflexion et d'excellence. Et sur cette base-là, nous tous, on sera unanimes. On verra que le syndicat des étudiants ne se comporteront plus comme actuellement. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose que je veux dire, à la suite de ce que le Nora a dit, et que je trouve quand même... Je suis d'avis, soyons honnêtes. Nul ici ne peut se tromper, peut dire qu'il ne se trompe pas, peut dire qu'il n'a pas bien agi. Dit aujourd'hui que l'administration, je veux dire, l'enseignement supérieur et autres, n'est pas fautif, ou bien n'a pas à être incriminé quelque part, n'a pas de responsabilité dans ce qui se passe, ça serait mentir. Mais attends, diantre, quand on se rend compte qu'on n'a pas été à la hauteur d'une tâche, qu'on a mal agi et tout ça, mais quel mal il y a à un moment donné de dire, ok, on met stop, on va essayer maintenant d'assumer nos responsabilités. Je sais, la logique veut que les responsabilités soient situées au niveau de l'enseignement supérieur et que les têtes soient coupées éventuellement. Mais en attendant d'y arriver, est-ce que le fait de vouloir assainir l'environnement universitaire, c'est quelque chose de mauvais? Donc les mesures s'imposaient? Moi je trouve non. Je trouve que des mesures s'imposent. Il faut déjà qu'on commence par là. Il y a eu des manquements, d'accord, on est unanime. Mais si aujourd'hui on estime qu'on peut changer les choses, il n'y a aucun souci à changer ces choses-là. Maintenant on arrivera, c'est étape par étape. C'est vrai. Autant l'enseignement supérieur demande aux étudiants de pouvoir faire face à un certain nombre d'obligations, je pense aussi que le gouvernement, à un moment donné, demandera des comptes à cette entité-là aussi, qui quelque part n'a pas joué son rôle. Mais comme c'est hiérarchisé, commençons déjà par régler la question sur l'environnement au niveau de l'université, et puis on y arrivera. Maintenant, sur la question du fait, je termine par ça, sur la question du fait, par exemple, que le ministre Diawara ait été témoin, ou du moins ait assisté, ait contribué à même la construction du siège et tout ça. Mais ça peut être mis sur le compte d'une bonne volonté, parce qu'il estimait à un certain moment qu'il a fait... Un partenariat, c'est ça? Non, pas de partenariat. Sur le fait d'une bonne volonté, en estimant ou en espérant qu'en agissant ainsi, ça allait ramener les uns et les autres à comprendre la nécessité de poser la balle et puis aller. Mais il s'est rendu compte lui-même que ça ne servait absolument à rien, parce que lui-même, une fois, il a été déguerpi pendant sa cérémonie par les FESIS, donc il s'est rendu compte par la suite que ça ne servait à rien, qu'il ne pouvait absolument rien entendre. Donc voilà. Donc ces bonnes intentions n'auraient servi à rien. Exactement. C'est ce que vous dites. Justement, honorable. Non, je pense que justement... Oui, bien sûr. Et puis on va écouter Marius Komoué. Justement, c'est ce qu'il faut dénoncer. Le ministre n'a pas à faire preuve de bonne volonté à l'université. C'est-à-dire? Son travail, son rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait la sécurité sur l'université. C'est de faire en sorte que la loi soit respectée. Vous savez ce qu'on appelle le devoir, c'est l'obligation de commettre une action par respect de la loi. Le domaine privé de l'université, une association privée ne peut y construire son siège. On est d'accord. Très bien. Ah oui, mais comment un ministre peut aller cautionner l'illégalité? Et vous allez dire qu'il a fait de bonne foi. Non, est-ce que cette illégalité n'existe pas depuis des lustres? S'il vous plaît, tout doucement, messieurs, s'il vous plaît. Mais depuis les années 80 aujourd'hui... Daouda, s'il vous plaît. Restons dans les principes. Restons dans les principes. Et puis ensuite, vous aurez la parole. L'université est un lieu public où, il a dit, on forme l'intelligence. On est d'accord avec l'intelligence de demain. C'est un établissement public dont le patrimoine privé là, ne peut être utilisé que pour des questions d'intérêt public. Une organisation privée ne peut pas aller construire son siège à l'université. Ce n'est pas possible. Mais ce que moi j'ai dit... Non, laissez-moi finir. Je vous laisse finir. Ce n'est même pas possible. Et un ministre n'a pas à aller cautionner l'illégalité. Parce que s'il laisse le siège se construire là, toutes les autres organisations, y compris mon mouvement que j'ai créé il y a quelques jours, a le droit d'aller construire son siège à l'université. Ou on applique la loi,
où on bafoue la loi. Très bien. Je souhaiterais, messieurs, qu'on puisse évoluer dans le débat. Il y a Maintenant, je termine. Oui, mais Marius... Je termine sur la dissolution. Il n'y a pas que ça. On va évoluer dans le débat. Sur la dissolution. Oui. Les associations sont créées sous l'empire d'une loi. La loi de 1960. Et c'est parce que ces associations sont créées sous l'empire d'une loi qu'on dépose les documents chez le préfet, quand on crée l'association, après l'Assemblée générale constituée. À partir du moment où on a déposé ces documents-là, l'association doit fonctionner dans les limites de la loi. Donc toute association qui, au mépris de son objet, fonctionne en dehors de la loi, par voie judiciaire, on peut la dissoudre. Par voie du décret présidentiel, on peut la dissoudre. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la FESI remplit les conditions pour être dissoute? À partir du moment où il y a une sorte de dévoiement de sa mission sur l'université, les conditions sont remplies pour être dissoutes. Merci. Ça c'est clair. Après, il ne faut pas s'arrêter à la dissolution. Il faut inscrire la FESI dans le contexte global de la Côte d'Ivoire. Quel est le modèle de société que nous sommes en train de construire depuis 30 ans? On va revenir là-dessus. Et dans lequel nous vivons aujourd'hui. On reviendra là-dessus. Je vais développer ça après, vous allez voir du quoi il s'agit. On reviendra là-dessus. J'aimerais écouter justement de tout ça. On n'a pas encore écouté Marius Komoé. Votre point, allez-y. Non, j'ai écouté les uns et les autres avec beaucoup d'intérêt, et surtout notre invité, le député maire Assalit Yemoko, dont je partage totalement le point de vue. Nous sommes dans un pays qui fonctionne avec des règles. Vous savez, on est à l'état de nature. De l'état de nature, pour ne pas qu'un homme soit un loup pour l'homme, nous avons créé une société avec des règles. Pour ce faire, des grands hommes ont pensé des lois, dont Montesquieu et j'en passe. Aujourd'hui, c'est ces lois-là qui régissent le fonctionnement de la société. Mieux, nous avons créé la République, où nous concédons la gestion de nos biens, de nos affaires, de notre personne, même de nos vies, à des compatriotes qui bénéficient en retour de toutes les faveurs. Ils ne payent pas de véhicules, ils sont logés. Bon, et je dis ça et je passe. Allons au point, voilà. Alors, quand on a cette responsabilité-là, de gérer sa société, de gérer ses compatriotes, au regard des textes qui régissent le fonctionnement de la République, comme le disait l'honorable, on ne peut se permettre, dans une République, d'assister au fait qu'une organisation de la société civile, une organisation privée, fonctionne comme une milice, fonctionne comme une mafia, fonctionne comme en Colombie, nous voyons avec ces cartels de drogue. Pour vous, la FESI, en tout cas, fait référence à ces mots-là. Mais quand vous voyez le nombre d'assassinats, quand vous entendez le secrétaire général actuel dit qu'il luttait contre une mafia qui s'était installée au sein de des cités universitaires, avec la drogue et tout ça. C'est lui qui le dit, c'est pas nous. Le même qui a été arrêté, Sié Kambou, c'est lui qui l'a dit. Et donc, il se battait pour ces réformes-là. Herman Aboua l'a souligné. Et puis, tout ça est su de toutes nos autorités. Mais nous sommes dans la société civile. Quand vous créez, l'honorable l'a tellement bien expliqué, quand vous créez une association, vous la déclarez à l'État. Et quand vous l'avez déclaré, l'État regarde l'objet de votre association. Vous l'avez créé pourquoi? Mais si d'ordinaire, l'État vous attribue l'agrément, c'est-à-dire vous reconnaît comme organisation légalement constituée, dans l'exercice justement de l'objet, dans la mise en œuvre pardon, de l'objet de votre association, si l'État se rend compte que vous avez dévié, totalement dévié, comme ça a été le cas, ou sinon comme c'est le cas de la FESI, l'État est en droit de dissoudre. Alors, donc, vous nous dites, Marius Komoé, que le secrétaire général actuel luttait, c'est ce que vous dites, contre la drogue et tout ce qui était fait de façon illégale sur le campus. Et en même temps, on assiste à tout ce qu'on assiste. C'est quand même assez... Non, il disait également, au-delà de la drogue, dans tout ça. Il disait que des individus tapis dans l'ombre, qui sont hors de l'université, hors des cités universitaires et qui ne sont même pas étudiants, veulent contrôler le mouvement, veulent contrôler la FESI, à des fins qu'ils ignorent, à des fins qui ne servent pas, qui ne servent pas justement l'intérêt des étudiants. Et donc, pour ce faire, il avait engagé un certain nombre de réformes. Alors, nous sommes fortement surpris
Pardon, l'honorable réagit. Oui, bien sûr. Terminez votre phrase. Nous sommes fortement surpris de savoir qu'au moment où lui, il engage de telles réflexions, eh bien, nous constatons que l'État... Bon, quand vous prenez, par exemple, le CROU, et on termine avec mais les responsables du CROU sont extrêmement fautifs. Pourquoi on ne le dit pas assez? C'est à eux qu'il revient la gestion des chambres. Mais comment se fait-il qu'ils se sont permis d'être si incompétents au point de laisser les chambres aux mains des simples étudiants, nos enfants que nous-mêmes nous scolarisons et qui deviennent des rois sur les cités universitaires en lieu et place des services de l'administration qui sont en charge de le faire? Maintenant, justement, honorable, je reviens avec vous sur les points de Marius. La gestion, enfin, de la maîtrise de la FESI, de la gestion des chambres et autre chose qui se passera à l'université, date-t-elle de cette année? Est-ce que c'est un phénomène nouveau auquel nous assistons ou cela avait pignon sur rue depuis bien longtemps? Non, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais avant de dire un mot sur cela, je voudrais revenir sur ce que Marius a dit. Oui. À travers ce que le secrétaire général de la FESI a dit. Effectivement, il a suivi son intervention où il accusait... Ça datait de quand déjà? Ça date d'à peine 3 ou 4 mois de cela. À peine 3 ou 4 mois de cela. Où il accusait des autorités de ce pays-là, nommément citées, que je n'ai pas répété ici, la salutation est disponible, de travailler dans le commerce de la drogue dans nos universités. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai trafic de drogue à l'université de Côte d'Ivoire. Et même dans nos collèges et lycées. Donc il accusait déjà, c'est cela? Il accusait déjà. Et se donnait la mission de démanteler ce réseau-là. Cette affaire nous donne l'occasion, en tout cas au parquet, d'aller en profondeur et au-delà du meurtre, au-delà de l'assassinat, d'enquêter, de faire une enquête globale sur cet environnement dans lequel fonctionne notre université. Première chose. Deuxième chose, sur la question du fonctionnement de l'université elle-même. Vous savez, le gouvernement de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, il ne peut pas créer une taxe et la mettre en application sans l'accord des députés que nous sommes. Absolument. Sans que le Parlement ne vote. En décembre prochain, on va voter le budget. Et les nouvelles taxes seront dedans. On va discuter et les voter. Tant qu'on n'a pas voté, on ne peut pas les mettre en application. Ça, c'est au niveau même du gouvernement. Pourquoi rappelez-vous cela? Mais je rappelle cela pour faire ce rapport. À l'université, des étudiants lèvent des taxes sur le périmètre de l'université. Aucun commerce ne peut s'installer à l'université sans que des associations universitaires ne prennent, et dans les périphéries. De l'université, oui. Au vu au su. Comment cela est possible? Est-ce que nous sommes dans une république ou bien nous sommes dans la jungle? Selon vous, c'était connu? Mais c'est connu de tous. Comment c'est possible? Et donc, il y a une démission globale de notre société devant cette situation. Et ça me permet de dire ceci. Vous voyez, si on demandait à chacun de nous sur le plateau-là de définir le modèle de société dans lequel nous vivons, personne ne sera de le définir. Tout à l'heure, il a parlé d'intelligentsia. Quel est l'objectif que notre société, notre État veut atteindre avec notre école, avec notre éducation? Il faut aller plus loin, selon vous. Il faut aller plus loin. Prenez même la devise de notre pays. C'est quoi? Union, discipline, travail. Est-ce que nous sommes unis dans ce pays-là? Pendant 30 ans, des acteurs politiques ont méthodiquement travaillé à déconstruire le peuple de Côte d'Ivoire. L'atomisant en plusieurs morceaux qui se reconnaissent aujourd'hui dans des individus et non dans le fait État. Les Ivoiriens aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une cause commune qui est la nation. Quand un problème est posé, chacun raisonne en fonction de son leader. Ils ont réussi à diviser le pays. On a réussi à être un pendant la CAN au moins. Ah oui, mais là, c'est un événement ponctuel. La discipline. Elle est où la discipline? Foutu le camp. Ah non, ça... Mais c'est un sport national, l'indiscipline en Côte d'Ivoire. Ah oui, très bien. Donc, dessus les routes, y compris même les autorités elles-mêmes, qui roulent parfois en sens inverse, sous la route. On peut dire et donc, cela va jusqu'à l'université. Et donc, là où l'autorité doit s'exercer, c'est-à-dire là où on forme les cadres de demain, l'indiscipline a pris pied. Au point où les enseignants eux-mêmes n'ont plus aucune autorité devant les enfants qu'ils enseignent. Quand on vous écoute, on pourrait dire que les racines sont profondes. Mais justement, dissoudre la FESI peut être une mesure palliative, mais ce n'est pas la solution. Très bien. La solution, c'est le problème global de notre société qui est elle-même en décrépitude. Écoutons Daouda. D'accord. Moi, j'ai une analyse et puis après, je vais poser une question. Je ne sais pas si vous êtes au courant que depuis l'année passée, le ministre Diawara, en fait, était en discussion avec les étudiants justement pour qu'ils libèrent les chambres des cités universitaires pour leur réhabilitation. En son temps, il y a eu discussion entre la FESI et le ministère. Les étudiants refusaient de sortir des chambres parce qu'ils ont protesté la CAN de janvier. Et donc finalement, ils ont pu trouver un accord avec Sié Kambou en son temps.
pour dire qu'après la CAN, ils allaient pouvoir sortir. Bon, je pense que l'un mis dans l'autre, effectivement, on parle tous de responsabilité. Peut-être qu'ils n'ont pas fait un peu tôt, mais l'un mis dans l'autre. C'était un projet qui était déjà là. C'était déjà là, c'était déjà un acquis même, en fait, en son temps. Les étudiants devaient partir et autres, et puis après, ils allaient réhabiliter. Maintenant, il y a une situation qui prévaut. Donc finalement, c'est vrai que le crew aujourd'hui peut-être va en profiter. Une chose est sûre, mais ils se disent, si on doit commencer, pourquoi ne pas commencer finalement par les gens qui sont en illégalité, de sorte à ce qu'eux, on puisse réhabiliter ces chambres-là, ces buanderies et autres, tout ça pour pouvoir avancer. Maintenant, dans la discussion, j'ai entendu Herman, je ne sais pas si c'est Olunra qui parlait d'argent public. Moi, je ne sais pas si c'est de l'argent public ou pas. Peut-être que ça peut être son argent aussi. Qu'est-ce qui est de l'argent public? Qu'est-ce que la somme donnée? On parlait de la somme donnée, parce qu'il est important aussi de souligner que cet argent-là, qui a été donné à pratiquement toutes les organisations, je pense que vous l'avez dit, toutes les organisations qu'on appelle ça, à l'université, justement, ça faisait partie en fait du dialogue permanent que le ministère était en train d'établir avec... Il y avait un cadre de dialogue permanent. L'argent, c'est pourquoi? Oui, justement, il est en train de donner un point de réponse peut-être. On va l'écouter, puis ensuite vous allez réagir. Allez-y, Daouda. Donc, ce que je veux dire, à la vérité, cet argent public, que ce soit argent public ou pas, moi je ne sais pas. Je ne peux pas prouver ici. Ce que je ne peux pas prouver, je ne le dirai pas. Très bien. Voilà, donc je ne sais pas si c'est de l'argent public. Cet argent a été donné et à la FESI et à toutes les organisations pour leurs activités. Mais quand le député me parle de construction de sièges d'une organisation privée, dans l'espace privé de l'université. Et tout cela est inadmissible, Daouda. Pour moi, tout ça part de louvoiement de nos sociétés depuis très longtemps. C'est-à-dire? Parce que peut-être que monsieur le député, s'il a fait Mermoz, comme il le dit si bien, la cité de Mermoz, le siège de la FESI, le premier siège de la FESI a été construit à quel moment? Donc pour moi aujourd'hui, la cité... C'était construit quand? Il y a très longtemps. Construit où? Au campus de Cocody. Quel siège? Le siège de la FESI. Vous ne connaissez pas le siège de la FESI? Le premier siège ou... Le premier siège. Si, ils avaient... Il y a un siège. Non, il n'a pas construit un siège. Il n'y avait pas... Comment est-ce qu'on l'appelle? C'est un siège. S'il vous plaît, messieurs. Il appartenait à qui? S'il vous plaît, on parle tout doucement. Messieurs, écoutons-nous. Ce bâtiment était utilisé par la FESI. C'est un siège ou pas, Daouda? C'est un siège. Et c'est le logo de la FESI est estampé dessus en grand. Allez-y au sous-bois, vous allez voir. Et puis vous aurez mais si je ne peux pas parler, qui doit parler en même temps que moi? Daouda, tout doucement. Voilà, ce que je dis, ce siège, il a existé, que ce soit à l'université de Boaké, même au niveau de l'université de Cocody, même à Boaké, il y a des locaux qui sont aussi occupés. Est-ce que tout cela, c'est normal? Il y a un louvoiement qui existe depuis très longtemps. Moi, je suis de celui qui est pour. Je suis pour la réforme de la FESI et je l'ai dit clairement ici. Mais aujourd'hui, vous avez posé une problématique qui est très claire concernant les textes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde les agissements de la FESI, est-ce qu'elle viole-t-elle la loi? Oui, elle viole la loi. Est-ce qu'elle atteint à l'ordre public? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle respecte elle-même ses statuts? Quand on sait que les statuts de la FESI, c'est pour protéger les intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Finalement, aujourd'hui, concrètement, est-ce que la FESI n'a pas dévié de sa mission? Si, elle a dévié. Donc moi, j'estime que l'État est en droit de dire, je dissous, mais moi, comme je le dis, je suis pour la réforme. Ça, c'est mon point. Donc, dissoudre et créer, permettre à ce que d'autres mouvements se créent. Non, j'étais même pour que le nom reste, pour la réforme, mais pour la réforme. Mais si l'État estime que la FESI devient trop dangereuse, qu'il faut la dissoudre, on la dissout. Très bien. On laisse... Bon, Daouda, première chose, l'État ne peut pas réformer une association privée. Ce n'est pas son rôle. Mais elle peut dissoudre au moins. Oui, okay. Absolument. Donc elle peut dissoudre. Donc la réforme pourrait venir de qui? L'État applique la loi. C'est la structure elle-même qui peut se réformer. Mais d'un arbre tordu, vous ne pouvez tirer aucune planche droite. Ça, c'est sûr et certain. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr. Donc il faut poser le problème global. Le problème global, c'est de définir l'objectif qu'on veut atteindre avec notre école. Comment l'État peut s'affaisser devant une association d'étudiants? Parce qu'il y a longtemps que ça existe. Mais justement, voilà, la question est fondamentale. Voilà. J'aimerais écouter Herman et Élisée et Marius là-dessus. Comment l'État, selon l'honorable, il estime que l'État se serait affaissé devant une organisation estudiantine? Herman, pourquoi? Moi, j'estime que l'argument de dire qu'il y a très longtemps que ça ne valait, c'est parce que ça ne marchait plus, qu'il y a de nouveaux pouvoirs qui sont là, de nouveaux représentants de l'État, du peuple, qui gèrent les affaires du peuple. Donc l'argument pour nous ramener, quand c'est pas bon, qu'on a constaté, ça fait quand même 14 ans que 13 ans que le président Alassane Ouattara est là.
Donc, si dès le départ, je vous ai tout à l'heure rappelé les 10 années à la tête du crew qui était géré par Bligirao, si on estimait que ce n'était pas bon, quand on vient, on coupe tout, mais on ne vient pas laisser pendant 13 ans la gangrène, le python devenir plus gros et après repartir, dire non, qu'il y a très longtemps que ça se faisait. Mais si ça se faisait il y a très longtemps, quand tu es arrivé, tu fais quoi? Tu arrêtes là le désordre. Prenons le cas des bâtiments dont tu parlais. Effectivement, la FESI a toujours eu des sièges dans nos établissements, dans le périmètre des établissements universitaires, même dans les écoles. Mais ce sont des bâtiments concédés souvent par les chefs d'établissement à la FESI. Mais ce qu'on constate cette fois-ci, c'est que le ministre lui-même vient donner caution à de nouveaux bâtiments qui sont en train de lever, des briques qui sont en train de lever par l'autorité. Très bien. Attendez, s'il vous plaît, messieurs, Daouda. Même si ça est sur le site, le périmètre de l'université. Écoutons Élisée, rapidement Marius, et on termine avec l'honorable pour le mot de fin, pour la première partie. Élisée. Bon, je pense qu'il faut qu'on resitue. La question, je la reprends. Voilà, il faut situer la question, je la reprends, Élisée, je reprends la question. L'honorable a demandé comment est-ce que l'État est resté donc silencieux devant toutes ces actions. Allez-y. Non, quand on dit comment l'État, moi je pense qu'il faut évoluer. Cette question ne peut pas nous aider à aller à résoudre le problème. On a fait le constat que l'État est resté amorphe devant une situation anormale. Ça, nous tous, on fait le constat aujourd'hui. Il y a eu des manquements flagrants. Est-ce qu'on a les raisons, justement, pour ne pas que cela se répète dans le futur, justement? Avons-nous les raisons? Mais là, moi, je ne vais même pas passer par le de la cuillère. La première chose, la fondamentale, c'est l'aspect politique. C'est parce qu'on a voulu instrumentaliser tous ces syndicats dont on parle, ces actes de violence et autres-là, sont partis depuis la déliquescence même de l'objectif politique, de nos hommes politiques. Ils ont voulu utiliser toutes ces personnes-là pour régler des comptes comme des bras séculiers, pour réaliser leurs ambitions et leurs projets, qui pouvaient souvent être funestes. Ça, il faut aussi avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc, c'est ce qui a exacerbé la situation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a souvent l'habitude de dire ici. Il faut, dans un premier temps, que chaque Ivoirien, à quelque niveau qu'il soit, se remette en cause. Très bien. C'est facile de dire aux autres, vous êtes fautifs. OK, mais vous-même, là, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour que l'État s'améliore? Ça aussi, il faut qu'on se pose la question. Quand l'État dit, par exemple, qu'on doit faire ceci, et que toi, tu décides délibérément de faire le contraire, mais tu es en train de dévoyer la société d'une manière ou d'une autre. Maintenant aussi, l'État fonctionne en fonction de l'exemplarité. Il y a des modèles. Ceux qui sont en autorité, là, sont des modèles implicites des citoyens. Il faut qu'eux aussi, à leur niveau, ils changent et qu'ils comprennent qu'on le regarde et ce qu'ils font là, ça impacte la société. Alors, on part au JT maintenant. Honorable, vous ne bougez pas, vous restez là. Lorsqu'on reviendra, j'aimerais avoir votre point là-dessus. Écoutez d'abord Marius Como et ensuite on termine ce sujet et on part aux solutions en réalité, en seconde partie. Merci. La team, on a vu un grand débat sur Live TV où l'honorable député Timoko Assalé a gâté le coin. Il a décidé de donner des révélations fortes et de dénoncer la situation qui se vit aujourd'hui à la FESI. Oui, il est important aujourd'hui de venir mettre tout sur le dos des fessistes. Il est important aujourd'hui de venir accuser aujourd'hui que ce syndicat. On peut même aussi accuser les étudiants, l'université, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que tout ceci peut arriver seulement si le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de plier bagage, ou s'ils ont décidé de corrompre à gauche et à droite certaines personnes. Il faut le dire avec persistance et avec persévérance. Pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur donne des yasses d'argent aux gens? Pourquoi il donne des ballots d'argent? Est-ce que c'est normal? Et où il prend cet argent pour donner autant aux gens? Où ils prennent cet argent réellement pour que ce soit facile pour eux de donner des gros ballots d'argent aux gens? Quand tu es un fonctionnaire d'État, il faut te méfier de la façon dont tu sors ton argent. Tout le désordre qu'il y a dans les universités, ce n'est pas la responsabilité des fessistes. C'est la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est lui qui était chargé de tout contrôler. Les qui peuvent louer les chambres aujourd'hui sans verser intégralement leur argent. Pourquoi déjà il y a 4 personnes par chambre? Comment ça peut être possible? Qu'il laisse que ceci soit fait. Est-ce qu'en 4 ans de vie, est-ce que depuis que M. Ouattara est au pouvoir, il n'y avait pas un moyen de remédier à cela, de régler vraiment les problèmes? La team, vous devez comprendre un truc. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'a rien de normal, n'a rien de légal.
Il y a quelque chose qui se prépare. Il faut éteindre tous ceux qui peuvent se lever contre Alassane Ouattara en 2025. Mais ce qu'il oublie, c'est que ce qui va se passer en 2025, bah, il ne le verra pas venir. Il fait tellement attention à tout. Il se méfie tellement à tout que forcément il fait des erreurs. Mais c'est aussi bien, M. Ouattara, de te méfier. Parce que c'est bien la preuve que tu n'es pas serein. C'est bien la preuve que tu as peur de quelque chose. Bah ouais. Si tu ne fais pas attention, c'est que ça va, tu es à l'aise. Mais quand tu commences à faire attention, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui te fait peur. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Et en ce moment-là, les Ivoiriens doivent avoir beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'espoir. Parce que l'espoir pour le lendemain est tellement grand. Il arrête tout le monde, il enlève tout le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas irréprochable. Voici quelqu'un qui estime qu'il a fait un bon travail, qu'il a construit des ponts, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Mais pour se maintenir au pouvoir, il utilise la force. En réalité, je l'ai déjà dit à maintes reprises, Ouattara veut mourir au pouvoir. Il ne veut pas quitter les choses. Oubliez cette affaire de que Ouattara ne veut pas faire un 4e mandat. Il veut faire un 4e, il veut faire un 5e. Il veut toujours faire. Et pour lui, personne ne peut l'empêcher. Il pense que la Côte d'Ivoire l'appartient lui à lui seul et c'est lui qui décide de tout ce qui va se passer. En fait, il pense être le vrai père de la Côte d'Ivoire. Et que ce soit lui, soit rien. Il est le plus sage de tous les Ivoiriens. Et s'il n'est plus là, la Côte d'Ivoire ne peut plus exister. C'est sa pensée. La team, vous avez écouté ce débat, dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.